En France, le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Et je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Bonjour à tous. Alors comme ça, je serai un mauvais Français, incapable de m'intégrer. C'est en tout cas ce que pensait Hassan II au moment où il a donné cette interview à Anne Sinclair. Pourtant, 40 ans après, la question de l'insécurité, la question de l'intégration, la question de l'assimilation dans les banlieues est au cœur des débats publics. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un concept, Banlieue Patriote Café. Ce concept tend à réconcilier la banlieue avec la République, la patrie, la nation. Tout au long de mes épisodes, je recevrai tantôt des jeunes de banlieue, tantôt des cadres de la vie associative et nous mettrons tout sur la table, tous les débats, même les plus tabous. Grâce à ça, j'espère que nous déferons les clichés d'une banlieue black blanc beurre pour aller vers un idéal de la banlieue bleu blanc rouge. Bonjour à tous, bienvenue pour ce second numéro du Banlieue Patriote Café. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur et le privilège d'avoir Soumaya, la coprésidente de la Ligue des Jeunes Talents, comme invitée. Alors Soumaya, je te laisse te présenter et nous raconter quel est ton parcours. Bonjour Mohamed, merci de m'avoir invité aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi. Donc moi c'est Soumaya Boual, j'ai 29 ans, je suis franco-algérienne, je suis née en France et à l'âge de mes 4 ans, mes parents sont repartis en Algérie, donc j'ai grandi et fait toutes mes études en Algérie. J'ai suivi un parcours d'école supérieure où j'ai obtenu mon bac, j'ai fait classe préparatoire. Par la suite, j'ai passé un concours pour intégrer l'École nationale supérieure d'hydraulique, dans laquelle j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur génie civil, spécialité hydraulique, option assainissement. Par la suite, je suis retournée en France en quête d'opportunités, notamment celle d'entreprendre. Tout d'abord, j'ai travaillé 2 ans dans mon domaine et aujourd'hui, je suis responsable d'orientation dans un sport-études prestigieux. Je suis aussi professeur de physique-chimie et de technologie pour tous les niveaux en collège et lycée. Et moi, comme je l'ai dit en début d'émission, en fait, tu es la coprésidente de la Ligue des Jeunes Talents. En quoi consiste ce travail exactement ? Effectivement, depuis 1 an, j'ai l'honneur d'être coprésidente avec Maxime de la Ligue des Jeunes Talents. Donc c'est une association qui s'occupe des jeunes, de les accompagner, les former et de développer leur réseau professionnel, justement pour faciliter l'accès à l'emploi. Et valoriser leurs compétences. Totalement. Alors, comme je l'ai dit lors de la fin du pilote du premier numéro de Banlieue Patriote Café, lors de ce second numéro, on va travailler sur le livre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a écrit un livre qui s'appelle Le séparatisme islamiste manifeste pour la laïcité. Alors, tu sais qu'il y a une loi qui a été votée, donc avec beaucoup d'amendements. Et du coup, en fait, c'est une loi qui consiste à combattre l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical qui sévit en France. Et le ministre écrit la chose suivante. Il écrit « L'islamisme s'introduit dans notre société, occupant tous les pans des activités humaines pour séparer littéralement la communauté nationale des femmes et des hommes. Souhaitons vivre selon les normes particulières, comme les lois de la charia. » Par exemple, Soumaya, ma première question est franche et directe. Pour toi, est-ce que la religion musulmane est-elle compatible avec la République et ses principes institutionnels ? Alors, à une question directe, j'ai envie de dire réponse directe, totalement. Oui, je pense que l'islam, ou en tout cas la religion de l'islam, est totalement compatible avec la République et les valeurs de la République. C'est une religion qui prêche la paix, l'amour, qui prêche de préserver le statut de la femme, de combattre le radicalisme, de combattre le racisme, l'extrémisme et le fondamentalisme, pardon. Donc,
Pour moi, c'est une religion. Si on parle vraiment de la religion, oui, elle va totalement avec les valeurs de la République. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que dans la société française, il y a des incompréhensions, il y a des gens qui... Et puis il y a des actes surtout qui sont commis. Il y a des actes qui sont commis, mais justement par une poignée de gens qui revendiquent l'islam comme cause derrière leurs agissements, mais on est bien d'accord que ce n'est pas la réalité. Mais justement, si je peux me permettre, pour le ministre, en fait, il faut combattre toutes les formes de séparatisme, mais il dit que le séparatisme islamisme est le plus dangereux, le plus meurtrier, celui qui a fait l'actualité. Parce que entre les jeunes qui sont partis en Syrie, entre les attentats de chez Charlie Hebdo, entre les attentats du 13 novembre, entre les attentats de Nice, entre la décapitation de Samuel Paty, entre le meurtre d'une policière à Rambouillet, est-ce qu'à un moment donné, les Français n'ont pas ce qu'on appelle un sentiment phobique par rapport à l'islam? Parce que j'entends bien quand tu me dis que l'islam est compatible avec la République dans ce sens qu'elle est une religion de paix et qu'elle est une religion de partage et des générosités. Cela étant, aujourd'hui, notre islam a été sali par les hommes, si je peux me permettre. Et du coup, comment faire pour renverser la tendance et faire en sorte que les Français puissent comprendre que l'islam, ce n'est pas juste un malade mental qui va crier Allahu Akbar et qui va tuer une femme? Alors, tu fais bien de dire Allahu Akbar et l'islam dans une même phrase, parce que malheureusement aujourd'hui, dès qu'on entend Allahu Akbar, pour nous, il y a un attentat qui va survenir là tout de suite, alors que Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu est grand. Oui. Et on le dit dans toutes les religions et voilà, dans toutes les langues. Donc c'est juste ça. Et islam, on associe aussi à l'islam le mot terrorisme. Donc c'est triste, mais je pense effectivement que cette vision que les gens, ou du moins la société française aujourd'hui, elle a de l'islam, n'est pas correcte. Et je pense que l'État... C'est celle qui est transmise, c'est celle qui est montrée. Alors elle est transmise, mais elle est transmise par qui? Par des gens qui se revendiquent d'eux-mêmes. Bien sûr, mais moi la question est ma suivante, c'est comment faire pour que cela cesse? Il faut encadrer. Donc justement, dans cette loi qui a été dite, qui a été mise en place, donc normalement il est question d'encadrer la religion. Et de faire en sorte qu'elle soit interne. Et de dire que l'islam de France est un problème français. Exactement. Et qu'il n'y ait pas des mains externes qui viennent dire non, la religion, elle doit se faire comme ça ou comme si. Donc je pense comme tout, la religion aujourd'hui, c'est un culte. Donc c'est une pratique, c'est des gens qui pratiquent certains cultes. Et il faut aussi, comme à toute chose, il faut mettre en place des lois et il faut structurer tout ça. Maintenant, je pense que l'erreur de l'État, c'est d'avoir vraiment séparé totalement la religion, et pas juste la religion musulmane, de ce qu'elle fait, elle. Et du coup, elle a laissé en fait le monopole d'autres personnes qui puissent en fait dire la religion, elle est comme si... C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un besoin cadré. Exactement. Si aujourd'hui l'État reprend ce monopole sur ce qui est la religion et dire non, la religion elle a des principes, donc dans cette religion-ci, là on pourra la cadrer et éventuellement isoler les individus qui commettent des actes isolés. Que tout le monde aura la même définition de ce que c'est que l'islam, de ce que c'est que le judaïsme, de ce que c'est que le christianisme. Je comprends totalement. Donc là aujourd'hui, si on prend un groupe de 100 musulmans, si on leur pose une question, peu importe sur l'islam, on aura, je dirais, au moins une cinquantaine de réponses différentes. Donc, parce que l'islam est mal transmis. Et moi, je vais y arriver à la suite. Justement, moi qui suis algérienne, donc franco-algérienne, donc j'ai grandi en Algérie. L'Algérie, c'est un pays musulman. L'islam n'est vraiment pas vécu de la même manière. Il n'est pas vu pareil. C'est vrai qu'en Algérie, il n'y a pas de négociation avec les terroristes, par exemple. Pas du tout. Nous, justement, ces gens qui mettent des bombes et qui tuent des gens, pour nous, c'est des terroristes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Parce qu'on sait en fait que l'islam ne va pas à l'encontre des valeurs justement de la République.
Très bien, merci Soumaya. Alors Soumaya, actuellement, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une tribune en fait dans le journal Valeurs Actuelles, une tribune des militaires qui lancent un cri, qui en ont marre, qui se disent voilà, nous aujourd'hui, on va combattre l'islamisme au Mali, on va combattre l'islamisme en Afghanistan. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des intérêts là-bas, mais ils nous disent, ce qui nous rend fous, c'est qu'aujourd'hui, l'islamisme qui sévit le plus dur, il est en France. Et ils nous disent, ces militaires-là nous disent, nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Soumaya, on le sait, un peuple sans armée est un peuple qui court à sa ruine. Comment faire en sorte que ces militaires-là puissent, à un moment donné, combattre l'islamisme sur le sol français, tout en faisant en sorte de passer au-delà des intérêts que la France peut avoir dans certains pays où ils sont allés censés combattre l'islamisme et le djihadisme. Alors, je comprends leurs interrogations et leur mécontentement de la situation. Effectivement, quand on dit qu'on va combattre quelque chose ailleurs qui existe dans son propre pays, mais je pense que, premièrement, ce n'est pas leur mission de combattre l'islamisme sur les terrains français, c'est la mission de la police, pardon. Donc, et les autorités... À l'étranger, c'est la mission de l'armée. Exactement, à l'étranger, c'est la mission de l'armée. Et aujourd'hui, la mission de l'armée de combattre l'islamisme, outre que la France, j'ai envie de dire que c'est une façade pour garder les intérêts de la France dans ces pays-là. Mais est-ce que toi, tu comprends à un moment donné ces militaires qui ont ras-le-bol, qui se disent que nous, on va risquer nos vies en Afghanistan, on va risquer nos vies au Mali, totalement, alors qu'aujourd'hui, les lois de la charia sont représentées par un certain groupe, un crépuscule, un minuscule groupe de musulmans qui aujourd'hui sévit en France. Et aujourd'hui, on se dit, mais quel est l'intérêt d'aller nous défendre des principes à l'étranger qui ne sont même pas respectés en France ? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ne vont pas vraiment pour défendre ces intérêts-là, d'accord ? Ils ne vont pas vraiment combattre pour cette cause-là. C'est une cause de façade, la vraie cause... C'est un subterfuge. Peut-être, mais la vraie cause, c'est de garder les intérêts de la France. Et autant que militaire, je pense que c'est la première mission sur laquelle ils signent quand ils deviennent militaires. C'est protéger les intérêts de la France. Donc, c'est vrai que d'une part, je peux comprendre leur mécontentement, mais après, je pense aussi qu'ils doivent comprendre que derrière, voilà, il y a une cause plus grande, à savoir celle de protéger les intérêts de la France ailleurs, outre que la France. Alors, moi, j'aimerais, Soumaya, qu'on revienne en France. Alors, il y a eu un sondage IFOP qui a dit que 57% des Français de confession musulmane ayant entre 18 et 25 ans considéraient que les lois de la charia étaient supérieures aux lois de la République. Okay. Alors moi, à titre personnel, je ne pense pas que 57% des Français de confession musulmane qui ont entre 18 et 25 ans sachent réellement ce que c'est que la charia. Mais il y a pas mal d'islamisme. Aujourd'hui, on sait que ces islamismes sont installés sur le sol français, qu'ils prêchent la haine des mécréants, la haine des juifs, la haine des homosexuels, le fait qu'il faille tuer tous les chrétiens. Alors, supposons que ce sondage soit avéré. Est-ce pour toi une provocation, une défiance ou alors une réelle idéologie ? Avant de répondre, je vais dire que je partage ton avis sur le fait que c'est soi-disant 57% des jeunes sachent vraiment ce que c'est que la charia. Par contre, je ne crois pas que ça soit de la défiance ou de la provocation, mais je pense que c'est vraiment ce en quoi ils croient. Malheureusement, leur croyance, elle est altérée par des informations qui sont véhiculées par une poignée de gens qui prêchent justement la haine. Donc la charia n'a jamais été au-dessus des lois de la République. Ce n'est pas possible. C'est une provocation liée justement Ce n'est pas une provocation parce qu'ils ne le savent pas vraiment. Pour eux,
c'est vraiment le cas, ça doit se passer comme ça. Sauf que si on s'attarde, moi j'ai la chance de pouvoir lire l'arabe et de comprendre l'arabe. Donc je lis beaucoup le Coran et je peux te dire que la charia ne va pas du tout à l'encontre de lois républicaines. Parce que c'est pas possible d'inciter les gens à décapiter des personnes sans raison. Oui, mais je veux Ou dire, si sous on s'attarde prétexte- vraiment à la charia aujourd'hui, sous quand prétexte- tu commets un vol, on te coupe une main. Ce Et n'est- quand une alors, femme commet l'adultère, on doit la lapider. alors, Ça, c'est une loi, justement- ça, ce sont les lois de la charia. À un Justement, moment donné, j'ai envie de soyons te cohérents. dire, ça c'est une vision occidentale. Non, c'est pas une Si. vision occidentale. Quand tu vas en Arabie Saoudite, la plupart des jeunes qui ont volé, tu vois qu'ils ont des mains coupées. La plupart des femmes L'Arabie Saoudite commettent ne représente pas, je suis désolée, eh ben, c'est le wahhabisme pur, l'Arabie Saoudite. je ne suis... C'est en Arabie Saoudite que l'islam, Ce c'est une n'est pas république pour autant, islamique. ce n'est pas pour autant qu'ils appliquent de la D'accord. meilleure façon Maintenant, ce qui a été dit. je vais te poser une question. Dans la charia, lorsque l'on commet un vol, on nous coupe une main, oui ou non? Ça, c'était autrefois. C'est dit littéralement sur le Coran, dans le Coran, que ce livre, il est adaptable à toutes les personnes et à tous les temps. Donc, il est censé s'adapter avec les lois des sociétés. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien qu'il y a un prédicateur islamique qui s'appelle Tariq Ramadan, Oui, qui a beaucoup parlé de la charia et qui a lui-même reconnu que la lapidation faisait partie de la charia et il a demandé un moratoire. Donc ce qui est déjà grave, hein, c'est-à-dire poser une question à savoir est-ce qu'on doit vraiment continuer à exercer la lapidation pour les femmes qui commettent l'adultère. Donc rien que l'idée de demander ça déjà, c'est inacceptable. totalement. Mais il considère que ça fait partie de la charia et ça c'est une réalité que tu ne peux pas nier, Soumaya. Je ne peux pas nier ce qui a été dit dans le livre, mais ce qui a été dit dans le livre racontait des histoires de ce qui s'est passé autrefois, d'accord? Mais C'est c'est ça. dit, ce sont des exemples qu'on est en train de vous dire pour savoir comment gérer Oui, votre donc vie. en fait ce que tu es Donc, en ça train de veut me dire dire- c'est qu'il y a une évolution en fait Totalement. des textes, en fait, de l'interprétation des textes qui est en train de se Totalement. faire. Et moi, ma question, elle est la suivante. Parce en voulant, pardon, éradiquer l'islamisme radical, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de la part du gouvernement, d'une certaine manière, de donner une sorte de légitimité aux Français de confession musulmane qui respectent la laïcité, qui respectent la République, qui respectent ses lois? Totalement, totalement, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le fait d'encadrer aujourd'hui cette religion, ça va justement valoriser, redonner leur place aux musulmans, parce qu'il faut savoir aussi, aujourd'hui, les musulmans sont aussi des victimes de ce qui se passe, Bien sûr. d'accord? Même peut-être ce sont les premières Ce sont victimes, les premières victimes, voilà, de ce qui complètement. se passe. Les premières cet victimes, parce que islamisme. moi aujourd'hui j'ai pas envie qu'on me compare à un Mohamed Merah. Le seul fait aujourd'hui que je m'appelle Exactement. Mohamed, ça peut poser problème chez un certain nombre de d'individus personnes, totalement. en France, parce que Mohamed c'est synonyme d'Allahu Akbar, c'est synonyme d'aller tuer des juifs dans des enfants juifs dans des écoles, et ça c'est quelque chose qui est absolument Alors, insoutenable. J'aimerais bien m'arrêter sur ça, aller tuer des enfants juifs. Pourquoi? Est-ce que dans l'islam, à un moment donné, Jamais. ça a été question d'aller tuer quelqu'un qui ne fait pas partie de ta religion, qui n'a pas la même confession que toi? Oui, bien Il sûr. a même mais été c'est- dit mais- noir sur blanc quand Dieu s'est adressé au prophète. Il lui a dit, ils ont leur religion et tu as la tienne. Bien Tu sûr. n'as pas à obliger quiconque à avoir la même religion Oui, que mais toi. je pense qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme en France qui fait qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'on se sert de l'islam pour aller tuer des juifs, mais c'est Exactement. juste pour démontrer une haine des juifs. Totalement. Mais là où j'aimerais revenir sur le livre de Gérald Darmanin, parce qu'attention, je ne veux pas qu'il y ait de stigmatisation. Dans son livre, le ministre de l'Intérieur, à de très nombreuses reprises, il cite les mots islam et islamisme. Pourtant, dans cette loi sur le séparatisme, à aucun moment il y a les mots islam ou islamiste. On parle de culte par souci juridique. Donc, est-ce que finalement cette loi, elle n'est pas destinée à cadrer toutes les religions, l'islam y compris? Dans sa forme, oui, c'est ce que ça indique, mais on est bien d'accord que ça vise spécialement la religion musulmane et Bien la sûr. pratique de la Mais religion justement, il y musulmane. a un souci de ne pas vouloir stigmatiser une religion. Et comme tu le dis, effectivement,
cette loi, elle a été faite pour cadrer l'islam de France, de façon certaine. Mais on a des cadres juridiques en France, il y a des lois, et on ne peut pas appliquer n'importe quel mot à n'importe quelle circonstance. Totalement. Donc aujourd'hui, on parle de culte. Oui. Et justement, donc cette loi qui impose un devoir de neutralité, c'est-à-dire qu'elle interdit toutes les formes de revendications religieuses, comme par exemple l'introduction de la viande halal ou de la viande cachère dans les cantines, l'interdiction de porter un burkini dans les piscines. Est-ce que ces mesures, finalement, elles ne sont pas la clé d'une société qui respecte tout le monde et qui classe le côté religieux indépendamment de la sphère publique? Non, je ne crois pas que ce soit la clé, en tout cas la bonne clé pour arriver à ce constat, parce qu'on est en train d'obliger en fait les gens à se séparer de leur personnalité. Donc pour moi, ce n'est pas la solution en fin de compte de vouloir absolument interdire aux gens de revendiquer leur religion. De toute façon, ce n'est pas et ça n'a jamais été la définition de la laïcité. La laïcité, c'est justement de pouvoir revendiquer sa religion sans que cela ne puisse entraver totalement sur les valeurs et les lois de la République. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'il y a des groupes féministes, par exemple, que ce soit des groupes féministes de confession musulmane ou de confession juive, oui, qui demandent par exemple le fait qu'elle puisse aller toute seule à la piscine sans qu'il y ait des hommes. Ok. Tu vois? Donc ça, à un moment donné, est-ce que c'est pas des revendications religieuses qui vont à l'encontre de la laïcité? Je ne crois pas. Ça, c'est plutôt un mouvement féministe que c'est des femmes qui veulent se sentir bien, parce qu'on connaît très bien comment une femme se sent quand elle est en bikini devant un homme. Donc je ne crois pas que ça soit une question religieuse, mais c'est plutôt une question qui concerne les femmes en général. Ouais, d'accord. Alors, Soumaya, dans cette loi, il y a également la question de la suppression des subventions, voire la dissolution d'associations ou de mosquées qui sont en lien avec le djihadisme et qui prêchent la haine. Très peu de lieux de culte ont été dissous, le CCIF, Baraka City. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prières de rue. Ça peut déranger certaines personnes parce que ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leur ADN. Aujourd'hui, on parle même d'occupation des rues. Et je rappelle qu'il y a environ 300 mosquées salafistes en France. Et du coup, j'aimerais savoir, moi, comment faire pour y parvenir. Et la deuxième question, parce que c'est deux questions en une, le fait de dissoudre ces lieux qui prêchent la haine, et qui sont les ennemis de la République, est-ce que d'une certaine façon, c'est pas une manière de donner de la dignité et de la légitimité à tous ces imams qui font très bien leur travail et qui respectent parfaitement la République et ses lois? Comment y parvenir? Je n'ai pas la prétention de dire aux autorités comment elles doivent s'y prendre pour y parvenir, mais je pense que la première des choses à faire, c'est justement de préserver les fidèles et leur donner une solution de rechange. C'est-à-dire, demain, si on doit dissoudre une mosquée pour telle raison, il va falloir donner un lieu de remplacement pour ces gens-là, et pour qu'ils puissent continuer à pratiquer leur culte. Et justement, ça va valoriser cette poignée d'imams qui sont là, qui font bien leur travail, qui prêchent la paix. Qui sont des imams républicains, disons-le. Totalement, et qui respectent la loi et les valeurs de la République française. Bien sûr. Alors, Soumaya, ce projet de loi contient également la défense de la neutralité et de la laïcité dans les services publics et les associations, les protections de fonctionnaires, protection de citoyens et de plein d'autres choses. Mais il y a également un amendement qui a été voté et qui interdit formellement de délivrer des certificats de virginité. Et pour moi, cette question elle est très importante. C'est très important pour moi de poser cette question. Parce que dans certains quartiers, souvent en banlieue, les parents obligent leurs filles à faire des certificats de virginité pour rassurer la famille, les amis, voire les voisins. Et donc j'aimerais avoir ton point de vue à toi en tant que jeune femme musulmane de France. Qu'est-ce que tu penses de cet amendement? Alors, je pense que la religion est une liberté à chacun et que chaque personne est jugée pour ses propres choix.
Donc, aucune jeune fille ne devrait se justifier auprès de personne, si ce n'est Dieu, si justement elle est de confession musulmane. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt une question qui est plutôt liée à la culture de cette poignée de gens. C'est une question culturelle. Voilà, qu'à la religion, parce que je peux très bien donner l'exemple de la communauté gitane qui pratique la cérémonie du mouchoir. Voilà. Donc ça rejoint totalement ça rejoint que la fille, elle doit rester... Mais du coup, comment est-ce qu'on doit faire pour que les filles puissent échapper à ça? Parce qu'on sait qu'il y a des filles qui ont des rapports sexuels avant le mariage et elles sont bloquées parce que le jour où on leur demande un certificat de virginité, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas le choix. Bah justement, donc à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour protéger ces filles, justement, que ce soit des femmes gitanes ou des femmes de confession musulmane, comment est-ce que l'État doit concrètement agir pour protéger ces femmes-là et leur dire non à la soumission? Justement, je pense que l'État doit mettre en place une loi qui protège ces jeunes filles, non pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue juste en étant une jeune fille. C'est-à-dire, demain, si elle a un souci, elle doit se protéger justement par rapport à cette situation. Elle devrait aller voir les autorités pour se protéger. Il y a un double problème, c'est que dans cet amendement, donc il y a une interdiction formelle de délivrer des certificats de virginité. Par contre, on le sait, dans certaines cités, certains parents, certaines mères de famille ont des rapports privilégiés avec des médecins généralistes qui ne respectent pas la loi. Totalement. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour forcer ces médecins généralistes à ne pas délivrer ces certificats? Je pense que d'une part, il faudrait obliger ces médecins à respecter la loi. Donc comment s'y prendre, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'il y ait une surveillance plus accrue. Et puis encore, revenir sur la question de savoir déjà est-ce que l'enfant est mineur ou pas. Donc je pense vraiment que ce sont des questions qui sont liées à des situations plutôt d'ordre familial, d'ordre il y a la question état de la civil. propriété du corps aussi. Alors Soumaya, parlons un peu des réseaux sociaux et d'Internet. Dans cette loi, il est prévu la fermeture de sites internet ou de commentaires illicites qui visent à prêcher la haine, parce que quand un jeune fait des recherches sur la tradition ou la religion de ses parents, la plupart du temps, il tombe sur des sites à caractère djihadiste. Du coup, moi, ma question est la suivante. Peut-on tout dire ou faire sur Internet? Comme pour tout, il ne faut pas se fier à Internet. On a bien vu que depuis les années 2000, donc depuis que Internet est devenu accessible à tout le monde, de plus en plus de vidéos, de sites justement qui prêchent la haine, qui incitent les gens à aller combattre, je ne sais pas moi où, en série, etc. Donc je pense que c'est vraiment... Dans les années 2010, oui. Depuis les années 2000 en fait jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une recrudescence en fait. Totalement. Donc on se sert de cet outil justement pour véhiculer encore plus cette image de haine et de revendication de choses qui sont, je dirais, improbables. D'autant qu'il me semble qu'avec les services techniques de la police scientifique, il est beaucoup plus facile de fermer certains sites internet. Totalement. Tu vois, par rapport à une loi comme ça, que par exemple de faire en sorte qu'un médecin ne délivre pas de certificat de virginité. Exactement. Tu vois, donc il y a, vraiment des priorités. Il y a quelque chose de concret qui peut être fait, tu vois. On peut véritablement fermer des sites ou des commentaires ou certains tweets, parce qu'à un moment donné, moi je considère que même si la liberté d'expression est quelque chose d'important pour moi, elle doit avoir ses limites. Alors, et ça va là où commence celle des autres, totalement, comme disait Sartre. Exactement. Et à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas tout dire sur Internet. On ne peut pas dire sur Internet Adolf Hitler est un génie. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as le droit de le penser, mais tu ne peux pas le dire. Pour revenir à ton sondage de tout à l'heure, des 57% des jeunes entre 18 et 25 ans. C'est souvent des jeunes qui se sont fait endoctriner à travers ces sites. Exactement, on voit bien que c'est une jeune population, donc ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils sont vulnérables. Ils sont très influençables. Et donc, je pense que c'est l'une des plus grandes problématiques. Donc, je pense que c'est plutôt bien parti, mais surtout, il va falloir renforcer justement cette surveillance pour pouvoir... Soumaya, parlons un petit peu de laïcité.
Je rappelle que la loi de 1905, qui a consisté à séparer l'Église de l'État, a été un équilibre très très durement acquis, avec beaucoup de souffrance et de douleur, une rupture des liens diplomatiques pendant près de 20 ans entre l'Église catholique et l'État. D'après toi, est-ce qu'on est en train de vivre la même chose avec l'islam pour tenter de retrouver un équilibre comme ce fut le cas avec l'Église catholique auparavant? Je ne crois pas qu'on soit à ce point de proximité avec l'Église, parce que la France a beau se revendiquer laïque, c'est un pays chrétien de par son histoire, de par son vécu, on ne pourra jamais enlever ça à la France. Ça fait partie de son ADN. Exactement. Et je pense que ce qu'on devrait retenir de l'histoire, c'est que justement, il y a eu un réel déchirement entre l'État et l'Église à l'époque. Et je pense qu'on ne devrait pas refaire la même erreur justement aujourd'hui avec les musulmans. Et essayer d'aborder la question autrement. Alors, Soumaya, je comprends effectivement, donc la religion catholique fait partie de l'ADN de la France. Mais justement, il y a une vraie rupture des liens diplomatiques, il y a une vraie cassure entre l'Église et l'État, il y a beaucoup de sang qui a coulé, et aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques qui se disent, mais finalement, nous, ce qu'on a vécu, ça a été atroce, et aujourd'hui, avec l'islam, il y a une complaisance dans le sens où l'islam, en fait, n'est pas traité de la même manière que nous l'avons été traité, alors qu'à la base, nous étions un pays chrétien, et puis la France est un pays de confession catholique, de tradition catholique. Ça, c'est une certitude. Donc, à un moment donné, est-ce que je ne comprends pas cette double injustice que peuvent avoir les catholiques vis-à-vis de l'islam, dans la mesure où ils se disent que finalement, aujourd'hui, avec l'islam, on vit un véritable problème de société, on a vraiment un vrai problème de société, et malgré ça, il n'y a rien qui n'est fait, alors que avec le catholicisme, avec l'Église catholique, il y a eu vraiment une rupture des liens, il y a eu vraiment une fracassion, une séparation qui a été dure, pure. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer ces catholiques et en même temps faire comprendre à ces musulmans que certes, la France est un pays laïque, mais que c'est un pays qui a une tradition catholique, qui a une histoire, il y a une entité derrière, il y a quelque chose. Et faire comprendre aux musulmans que même s'ils sont les bienvenus dans notre pays, ils ne peuvent pas imposer leurs lois telles qu'ils le souhaiteraient. Alors, je peux comprendre totalement cette injustice que vivent les chrétiens, mais pour rebondir à ce que je disais avant, je pense que l'État essaie de faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a faites avec l'Église autrefois. Donc justement, il y a eu un réel déchirement et aujourd'hui, il y a une vraie séparation entre l'Église et l'État. Et je pense que si on essaie de faire la même chose avec les musulmans, ça va... En fait, les conséquences, je pense, vont être beaucoup plus graves dans le sens où les musulmans de France aujourd'hui ne sont pas forcément tous... C'est pas qu'ils représentent une majorité, mais c'est surtout qu'ils ne viennent pas tous d'un même pays. Donc leur culture déjà musulmane, elle n'est pas pareille pour tous. Tu veux faire la différence entre les chiites et les sunnites, par exemple? Exactement. Donc tu ne peux pas, ils ne vont pas vivre cette séparation pareille, et ça risque vraiment de créer une réelle altercation entre les deux. Donc oui, bien sûr, mais je pense que la France n'a pas non plus à craindre de ça, n'a pas à se dire finalement on ne va pas s'attaquer à l'islam parce qu'on a peur des conséquences que ça va pouvoir avoir sur nous. Alors, ce n'est pas des conséquences que ça va avoir sur eux ou sur l'État, parce qu'il faut aussi penser qu'il faut prendre en considération que ces musulmans sont français aussi, pour la plupart. Donc on peut pour la plupart, c'est vrai qu'il y a certains qui sont immigrés, mais nous on va essayer vraiment, comme tu as dit au départ, de traiter le problème de l'islam et de l'islamisme en interne. Alors, Soumaya, moi tu sais, je suis un Français de cœur. Je suis né dans une cité, j'ai grandi dans une cité. Grâce à des rencontres que j'ai faites, j'ai réussi à faire des études de lettres, j'ai réussi à créer mon émission politique. Mais aujourd'hui, autour de moi, j'ai les mêmes musulmans qui sont nés en France comme moi, qui ont été à l'école comme moi, qui portent des t-shirts en disant « Je baise la France », qui portent des t-shirts en disant « Marseille, l'Algérie, notre bled ». Et à un moment donné, je me demande, est-ce que ces gens-là, ce ne sont pas des Français de papier, contrairement à moi qui suis un véritable Français de cœur?
Alors, je rejoins et je partage totalement ta vision. Et moi qui suis algérienne et qui a grandi en Algérie, je ne m'identifie absolument pas à ces gens. Parce que pour moi, d'une part, au-delà de la religion, ils ont un réel problème d'identité. Ils ne savent pas comment se positionner parce que justement il y a toutes ces différences. En France, on les considérait comme des immigrés. Quand ils vont en Algérie, c'est la même chose. Pareil, on les considère je suis d'accord comme avec des toi. Français. Mais moi, par exemple, je me considère comme un Français de cœur parce que je suis un patriote. J'aime la patrie, j'aime ma République, j'aime ma nation. Mais je suis forcé de constater que j'ai des amis, moi, qui sont musulmans et qui détestent la France, qui revendiquent une haine de la France en toutes circonstances. Et ça, à un moment donné, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut considérer que ces gens-là sont des Français de cœur ou est-ce que ce ne sont que des Français de papier, comme je l'ai dit? Moi, je pense que ce sont que des Français de papier, comme tu es en train de le dire. Mais au-delà de ça, je pense que malheureusement, c'est à cause de ce genre d'individus qu'aujourd'hui l'islam, et même, j'ai envie de dire, la communauté maghrébine, elle est vue, ou du moins, on a un mauvais œil sur cette partie. Mais ces gens-là, ils ne consistent pas une minorité. Ils sont de plus en plus nombreux. Je suis d'accord avec toi, Mohamed, mais je ne crois pas que c'est dû à la religion. Je crois plutôt que c'est dû à leur éducation. À leur éducation, certes, mais il y en a beaucoup. Et comme tu l'as dit au départ, ils sont nés en France. Donc leur éducation même avec cet islam, c'est une éducation française musulmane. Le problème, c'est que c'est des gens, regarde, si tu prends par exemple l'exemple de l'enseignement. Oui. Lorsqu'on étudie la guerre d'Algérie en France, moi, les harkis, ce sont des gens que je respecte profondément parce que ce sont des Algériens qui se sont dit « nous voulons nous battre pour rester français ». D'accord. Alors, quand tu as un harki dans une classe de 35 élèves dans un lycée de banlieue, quand on parle de la guerre d'Algérie et qu'on parle des harkis, il se fait traiter de traître, il se fait traiter de collabo par ces mêmes Français-là qui, eux, ont le droit aux logements sociaux, qui ont le droit au travail, alors que ce même harki-là qui s'est battu pour la France, pour devenir français, pour avoir la dignité d'être français, a été parqué dans des camps. Est-ce que tu trouves que ça, c'est une justice sociale? Alors, comme tu es en train de le dire, là, on est en train de parler d'une question totalement sociale, d'accord? Là, on s'éloigne vraiment de la question de la religion. C'est une petite digression, mais qui fait sens quand même à ce qu'on est en train de dire. Il y a un rapport entre le séparatisme islamisme et la question que je suis en train de soulever là. Je ne vois pas vraiment le rapport entre les deux, parce que je ne crois pas que l'islam vient à avoir quelque chose avec la guerre d'Algérie d'une part. D'autre part, ce que je suis en train de te dire, Mohamed, c'est que justement, la vision que ces jeunes ont, que ce soit de la guerre d'Algérie, que ce soit des Maghrébins, que ce soit de la religion musulmane, elle est altérée. Elle est altérée non seulement parce qu'ils voient sur les réseaux, parce qu'ils entendent dans des lieux où on prêche la haine, c'est altéré par plusieurs choses. Moi qui a grandi... Il y a également la question de l'éducation, comme tu dis. Mais justement, l'éducation, c'est sur ce point où je veux en venir, c'est que moi qui a grandi et fait toutes mes études en Algérie, en fait, l'islam, ce n'était pas une matière à l'école, mais c'était en fait le culte et la religion en général. Donc moi, j'ai appris à l'école ce que c'est que l'islam, j'ai appris ce que c'est que le christianisme, j'ai appris ce que c'est que le judaïsme, et aujourd'hui, j'arrive à faire la différence, et je sais que ce sont des religions, et que à chacun parce que tu as eu une instruction, mais ce qui est encore plus grave, c'est que toi, venant d'Algérie, tu as eu donc cet enseignement qui t'a permis en fait de dissocier le bien du mal, le vrai du faux. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ceux qui justement sèment le trouble en France, ce sont des gens qui ont grandi en France, qui ont été à l'école républicaine en France, à qui on a appris à lire, à écrire et à compter, qui on a appris des valeurs d'humanité. Et ces gens-là, je ne pense pas qu'on peut blâmer uniquement leurs parents parce qu'il y a des gens qui travaillent 7 jours sur 7 et c'est difficile pour eux à un moment donné d'encadrer leurs enfants. Mais comment toi t'expliques que toi, venant d'Algérie, tu as pu assimiler ces valeurs d'humanité, ces valeurs de tolérance, alors que ces gens-là qui sont nés en France, qui ont grandi en France, sont aux antipodes des principes institutionnels français et d'humanité que la République nous a appris? Pour moi, c'est simple, c'est un problème qui se pose au niveau de l'éducation quand on voit aujourd'hui
que le sujet de la sexualité est traité à l'école parce que c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes, parce que c'est quelque chose qu'ils vont expérimenter dans leur vie et on sait qu'ils vont devoir passer par là. Je pense que la religion, c'est exactement la même chose, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on vient de l'église évangéliste, peu importe, je pense qu'on devrait mettre une matière à l'école qui apprend en fait aux gamins, pas la religion, ou ce que contient une religion. Non, toi, mais de leur apprendre l'instruction civique, voilà, le retour de l'instruction civique. Des religions. Bien sûr, et moi j'irais même plus loin. Pourquoi est-ce que ne pas réinstaurer un service militaire minimum ? Parce que je pense que moi, le service militaire, c'est un premier pas vers l'intégration, sinon l'assimilation. Possible. Je ne crois pas que ça soit forcément la solution. Je pense qu'il faut créer un ministère de l'instruction civique. Parce que pour moi, cette solution, il faut créer un ministère de la charte de la citoyenneté et des droits de l'homme. Et il faut également instaurer un service militaire obligatoire. Alors, on le sait, ça a été supprimé par Jacques Chirac. Mais aujourd'hui, moi, je pense que le service militaire, il est fondamental. Et si le service militaire n'avait pas été supprimé, il y aurait beaucoup moins de jeunes. Il y aurait eu beaucoup moins de jeunes qui seraient allés faire le djihad entre 2012 et 2016. D'une part, peut-être que c'est vrai, je ne peux pas vraiment... C'est ce que je pense personnellement, à titre personnel. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais pour moi, quand on arrive au service militaire, il y a déjà tout un vécu, donc on a minimum 18 ans, et pour moi, les valeurs justement de la République s'apprennent, on les apprend, voilà, quand on est vraiment, même moi, à l'âge de 7 ans, on commence à savoir, à distinguer qu'est-ce qu'on doit faire, le bien du mal, quels sont nos devoirs, quelles sont nos responsabilités, quelles sont nos libertés. Donc je pense que c'est vraiment... on doit faire cet apprentissage un petit peu en amont, justement d'expliquer aux gamins, surtout ceux de la cité, que voilà, les religions, c'est juste un culte, une croyance, une foi propre à chacun, qu'il n'y a pas de mal à pratiquer une ou une autre religion. Il faut juste la différencier de la sphère publique. Exactement. Par contre, il faut leur faire comprendre, parce qu'on est d'accord que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, l'islam, comme religion, elle comporte beaucoup de haine. Bien sûr. Alors que moi qui suis musulmane, c'est la raison pour laquelle tous les sujets qu'on vient d'évoquer doivent être une raison d'y remédier. Voilà. Et donc si on apprend aux gamins déjà de base que, en fin de compte, pas en parlant de l'islam, mais en disant juste qu'il n'existe aucune religion qui prêche la haine, derrière, on ne pourra pas dire que cette religion... Parce que ça ne serait plus une religion, ça serait un mouvement. Mais il y a un travail à faire qui est énorme. Totalement. Voilà. Je te remercie, Soumaya.